Bonjour à tous. Donc, vous avez vu que l'informatique, des fois, il y a des problèmes, mais les problèmes, ça se résout. Alors, on dit que dans l'informatique, il y a une majorité d'hommes. Est-ce que ça serait un métier d'homme? Alors, parfois, on dit aussi, oh, mais avec le temps, ça va s'arranger et ça va s'équilibrer. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Et c'est ce que je voudrais vous emmener voir. Alors, je vais faire d'abord un premier parallèle avec des femmes artistes que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais qui ont longtemps été occultées. Ces dernières années, on a des grandes expositions de la photographe Claude Cahun, de Frida Kahlo, de Sonia Delaunay et l'abstraction des femmes impressionnistes, de Marcello qui a fait la statue de la Pitié à l'Opéra de Paris, et en fait de bien sûr Niki de Saint-Phal qui a fait beaucoup d'autres choses que les nanas. Et en fait, toutes ces femmes qui ont des expositions, qui font l'objet d'expositions récemment, étaient jusque-là totalement occultées. Donc on disait, mais bien sûr, dans l'art, il n'y a pas de femmes. Les femmes ne sont pas des artistes. Non, les femmes étaient invisibles ou invisibilisées. Alors on va se poser la question de l'informatique. Et je vais vous emmener faire un petit voyage dans l'histoire, donc vous raconter des histoires, mais des histoires vraies. D'abord en posant la question des maths. Est-ce que les maths, c'est pas pour les femmes? Et les dépenses d'informatique, qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Est-ce qu'elles sont restées là à se croiser les bras, à regarder que l'informatique se développe? Et dans tous les métiers de l'informatique où elles étaient, est-ce qu'elles ont créé des entreprises? Et puis, si les choses ont un petit peu changé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout d'abord, les maths pas pour les femmes. C'est pas du tout vrai. Et on remonte au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a eu les collèges et les lycées publics étaient interdits aux filles, étaient réservés aux garçons. Puis il y a eu une loi, Camille Say, qui a décrété que les établissements, il devait y avoir aussi des établissements pour filles. Donc les filles ont commencé à pouvoir faire des mathématiques et du coup, il y avait des très grands besoins à ce moment-là en matière de calcul. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de calculatrice, donc il fallait calculer, et notamment en astronomie, ce qu'on cherchait à comprendre, par exemple, c'est mesurer les distances entre les étoiles, mesurer la distance de la Terre à la Lune. Et donc là, on a ouvert des bureaux de calcul, de calculateurs qui en fait étaient tous des calculatrices. Et par exemple, quand Vénus s'est approchée de la Terre, il y a eu énormément de photographies qui ont été prises de clichés, mais après il fallait les exploiter et faire des calculs à partir de ces mesures, les sinus, les cosinus, etc., qui nous permettaient de donner des éléments sur la distance de la Terre à la Lune. Il y a eu 32 000 feuilles de calcul qui ont été faites par ces bureaux des femmes. Il y a eu quelques années après un projet de faire une carte du ciel. Et pour cette carte du ciel, il fallait calculer toute la distance et les trajectoires des étoiles. Eh bien, là aussi, le calcul, c'était des femmes qui l'ont fait. Et là, est la photo de Dorothée Klumtel qui a dirigé le premier bureau des mesures à Paris et qui a été la première femme à obtenir un doctorat en astronomie. C'était une Américaine. On traverse l'Atlantique et qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale? L'ancêtre de la NASA. La NASA, c'est ceux qui envoient des gens sur la Lune et ailleurs. Juste avant, c'était un office pour l'aéronautique. Et il y avait de très gros besoins, notamment pour tester les réactions des avions aux différentes turbulences de l'air. Donc, il fallait faire des tests et puis calculer derrière. Et on avait des femmes qui, à ce moment-là, qui avaient fait des études de mathématiques, avaient beaucoup aimé les mathématiques, et on les a largement recrutées pour faire ces calculs de résistance aux turbulences. Alors, un petit rappel, à cette époque-là, les États-Unis étaient un pays ségrégué, extrêmement raciste. Donc dans ces bureaux, il n'y avait, comme sur la photo, que des mathématiciennes blanches. Mais Roosevelt, en 1941, a décidé que non, pour toutes les activités d'aéronautique et les activités militaires, il fallait déségréguer, comme on dit. Alors, il y avait
des universités ouvertes aux Noirs seulement, où des mathématiciens et mathématiciennes étaient formés. Donc, on a immédiatement ouvert des bureaux, mais des bureaux qui étaient ségrégés, et chacun était dans son coin, ils mangeaient pas ensemble, ils se voyaient pas, et il y a eu des mathématiciennes extrêmement remarquables. Par exemple, là, vous avez la photo de Dorothy Vaughan, qui était la première chef de bureau, et une autre femme extrêmement remarquable aussi, Katherine Johnson, qui a été recrutée quelque temps après, qu'on surnommait la femme qui adorait calculer, ou love compute. Elle, ce qu'elle disait elle-même, c'est que bon, on lui demandait de faire des calculs, mais en fait, elle voulait toujours savoir pourquoi on calculait ci, pourquoi on calculait ça. Et en fait, elle était extrêmement intelligente. Et quand donc elle a travaillé sur le projet qui consistait à aller de la Terre à la Lune, qui s'est réalisé en 1969, mais avant. En 62, il y a eu le premier homme qui a été envoyé dans l'espace en orbite, qui était John Glenn. Et donc à ce moment-là, on avait déjà des ordinateurs, mais John Glenn a dit « Je ne partirai que si Katherine Johnson vérifie tous les calculs elle-même. » Et ce qu'elle a fait, et il est parti en orbite. Donc, une femme remarquable. Alors, dans l'informatique, et les femmes, elles se croisaient les bras? Pas tout à fait. Grace Hopper. Grace Hopper, c'est un monument dans l'histoire de l'informatique. D'ailleurs, il y a depuis des années une journée de célébration Grace Hopper mondialement. Alors, son histoire, elle venait d'un milieu fortuné. Elle a fait une grande université. Elle était aussi passionnée de mathématiques. Elle a fait une licence, un master, un doctorat. Elle se marie, elle divorce. Et elle se dit, qu'est-ce que je fais? C'était la guerre. Elle s'engage dans la marine. Dans la marine, il n'y avait pas de femmes. Mais bon, on dit une mathématicienne qui a un doctorat, ça va quand même être difficile à refuser. Donc, on l'a quand même accepté. En plus, on était au milieu de la guerre. Mais on a dit, eh ben, tiens, on va t'envoyer au laboratoire d'informatique. Donc, elle a découvert l'informatique. Elle a été passionnée par l'informatique et elle a apporté des contributions majeures. En particulier, elle a inventé le compilateur. Qu'est-ce que c'est que le compilateur? À cette époque-là, on écrivait, on programmait dans un langage qui était assez difficile à manipuler, un langage binaire. Il fallait bien connaître comment fonctionnait l'intérieur de la machine, les registres, comment on faisait une addition, tout ça était très très compliqué. Et elle, avant tout le monde, elle s'est dit, mais jamais l'informatique ne pourra vraiment se développer si il faut de telles compétences d'abstraction, en fait, pour comprendre tout ce fonctionnement, pour pouvoir écrire un programme. Donc, elle a dit, ce qu'il faut, c'est avoir un langage qui soit beaucoup plus facile à apprendre et que ce langage soit traduit en langage proche de la machine, que la machine peut comprendre. C'est ça, un compilateur, c'est un traducteur de langage. Mais on lui a répondu, mais madame, qu'est-ce que vous croyez? Les ordinateurs, ils parlent pas anglais. Donc, votre idée est totalement farfelue. Elle a mis 3 ans à apporter la preuve que son idée fonctionnait. Et ça a effectivement permis une explosion des développements informatiques. Alors, on aurait certainement que quelqu'un, un rouleau aurait eu l'idée, mais elle l'a eu avant tout le monde mondialement. Alors, notamment, le langage qu'elle avait inventé elle-même, donc très fortement inspiré de l'anglais, pour montrer qu'il pouvait très bien être traduit en langage machine, ben ce langage a inspiré le langage de programmation COBOL, qui est moins utilisé aujourd'hui, mais qui a été quand même à ce jour le langage de programmation le plus utilisé et un langage extrêmement robuste pour toutes les applications de gestion, de comptabilité, de gestion de production, etc. Et c'était basé, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois la mère du COBOL ou la grand-mère du COBOL. Et dans ce comité, il y a eu un comité de spécification de ce langage COBOL. Eh ben, il y avait deux femmes sur les 6 personnes. Donc, un tiers, 30%, étaient des femmes de droit dans ce comité qui était au plus haut niveau.
Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, là, nous changeons d'univers. Hedy Lamarr, c'est une actrice, une star de cinéma, un peu scandaleuse parce qu'elle avait tourné des scènes très peu habillées à une époque où ça se faisait pas beaucoup. Elle a eu 6 maris successivement et 6 divorces, mais outre le cinéma et les hommes, elle aimait les sciences et elle s'intéressait beaucoup aux sciences. Et en particulier, elle avait été mariée à un Autrichien, son premier mari, après elle a émigré aux États-Unis pour fuir les persécutions nazies, mais son premier mari était un fabricant d'armes et notamment de systèmes de contrôle de torpilles. Quand on envoie une torpille, moi je suis pas très arme, mais enfin je comprends bien qu'il vaut mieux que ça soit pas repéré par l'ennemi. Et c'était ça, puisque l'ennemi allait envoyer l'adversaire, on va dire, allait envoyer une contre-torpille pour la détruire. Donc, elle a imaginé, avec un ami musicien qui travaillait aussi sur des systèmes de contrôle pour faire ses spectacles de musique, c'est pour ça que le brevet a été déposé aux 2 noms, elle a imaginé un système avec des changements de fréquence continue, ce qui faisait que la torpille n'était pas repérée. Et c'est une technique de transmission, donc qui a fait l'objet d'un brevet qui a été déposé en 42, que vous voyez là, qui après est tombé dans le domaine public et qui a été repris pour les techniques qu'on connaît aujourd'hui de Wi-Fi, de GPS et de Bluetooth. Et ça, c'est Hedy Lamarr qui était à l'origine de cette idée-là. Les jeux vidéo, c'est les hommes qui font des jeux vidéo. Eh ben, pas seulement. Et Roberta Williams a été une femme qui a joué un rôle très important dans le développement des jeux vidéo. Et notamment, elle a programmé le premier jeu d'aventure graphique qui s'appelait Mystery House, qui était une sorte de Dix petits nègres, le roman d'Agatha Christie. Donc, ça a été une immense réussite immédiatement. Ça lui a permis donc de booster sa start-up, la start-up qu'elle avait avec son mari, qui est devenue Sierra Online, qui est un grand producteur et distributeur de jeux vidéo. Et après, elle a fait une série, King's Quest, qui a aussi connu d'être devenue une série culte, et elle a pris sa retraite après avoir conçu et produit une vingtaine de jeux vidéo. Donc, c'est un personnage clé dans l'histoire du jeu vidéo. Alors ça, c'est des inventions, et dans les métiers eux-mêmes, est-ce que les femmes s'y sont impliquées? Alors, il faut rappeler, donc pendant la guerre, le premier ordinateur aux États-Unis totalement électronique, qui était l'ENIAC, eh bien, il a été entièrement programmé par des femmes. Il y avait 6 programmeurs qui étaient 6 programmeuses. Alors, mais elles ont été très invisibilisées. Quand il y a eu le lancement de l'ENIAC, donc de l'ordinateur officiel après la guerre, eh ben, il y avait tout le monde, mais il n'y avait aucune femme et aucune de ces 6 programmeurs. Alors, il y avait bien quelques photos, mais les gens ont dit, oui, ça doit être des mannequins qu'on a mis derrière les ordinateurs pour faire joli, et personne n'imaginait que c'était les programmeurs. C'est des années après qu'il y a des historiens et des historiennes qui se sont dit, mais en somme, qui c'étaient ces femmes, et qui ont retrouvé leur mémoire. Alors, elles ont témoigné qu'elles avaient eu une vie fantastique, que chaque fois qu'elles commençaient quelque chose, c'était quelque chose de nouveau. Et une autre témoignait aussi que elles avaient vraiment le sentiment que la machine finirait toujours par le plier, comme nous avons eu la démonstration aujourd'hui que le système finit toujours par s'incliner. Alors, il y avait ces premières femmes qui étaient des mathématiciennes, qui travaillaient en fait sur des calculs balistiques, là aussi pour des questions de guerre, d'obus, etc. Mais il y a eu d'autres femmes. Miss USA 1964, eh bien, elle a, après avoir reçu son prix de Miss USA, elle a dit non, mais moi je ne veux pas d'un job de top modèle, non, ça m'intéresse pas du tout. Moi j'aime l'informatique et je veux poursuivre ma carrière d'informaticienne, ce qu'elle a fait. Donc
elle a tout refusé. Et dans une revue en féminine comme Cosmo, Cosmopolitan, eh ben, il y a, quelques années plus tard, un article pour vraiment attirer des femmes. Il y avait 20 000 programmeuses à cette époque. On en cherchait encore 20 000 de plus et on expliquait aux lectrices que c'était bien payé et que c'était tout à fait adapté pour les femmes. Alors, en France, si on revient, il y a une ingénieure de l'école polytechnique féminine qui a travaillé sur un mini-ordinateur qui a été extrêmement diffusé, le Mitrac 1, qui témoigne que du moment qu'on faisait bien son travail, qu'on soit homme ou femme, français ou d'une autre nationalité, ça n'avait aucune importance dans ces années-là. Et aux États-Unis, Adele Koss a aussi, qui travaillait chez un constructeur informatique, à ce moment-là, il y avait 40% des programmeurs étaient des femmes, donc 40% de programmeuses dans le service de développement, et disait, on ne faisait pas de distinction entre hommes et femmes, tout le monde pouvait s'épanouir. Et dans la création d'entreprises, les start-up, où elles étaient? On entend toujours parler évidemment des Steve Jobs et Bill Gates et autres. Mais avant ça, il y a eu aussi des réalisations dont on a peu gardé la mémoire et il faut comprendre pourquoi elles le faisaient. Elsie Schott, c'était aux États-Unis. Elle était d'une famille modeste. Son père était mort quand elle était très jeune. Donc elle a pu avoir une bourse donnée par Pepsi-Cola qui lui a permis de faire des études de mathématiques. Là aussi, après, elle a découvert l'informatique, elle s'est passionnée pour l'informatique, et puis, grave erreur, elle s'est mariée. Et non seulement elle s'est mariée, mais en plus, elle attendait un enfant. Alors l'employeur lui a dit, ah non, mais madame, on ne vous garde pas. À ce moment-là, aucun congé maternité, déjà encore aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas top. Et c'est pas du tout la France. Et donc, l'employeur avait tous les droits pour dire, madame, vous prenez la porte. Et donc, ça l'embêtait beaucoup parce qu'elle adorait son métier. Et elle voulait quand même avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à travailler pour le client pour lequel elle travaillait dans le cadre d'un projet de sa précédente entreprise. Et puis, elle avait 2 amies informaticiennes également qui aussi se retrouvait dans la même situation qu'elle, et donc elle a décidé de créer une entreprise qui n'a jamais connu un grand succès, mais qui a permis de faire travailler une 50aine de femmes et qui a quand même duré pendant 50 ans. Et donc les femmes travaillaient chez elles. De temps en temps, elles se rendaient dans un centre où il y avait un ordinateur. À ce moment-là, les ordinateurs, ils avaient une très grande taille. Elles testaient leur programme et quand tout était prêt, on l'envoyait aux clients. En Grande-Bretagne, un très grand succès de Stephanie Shirley qui s'est fait appeler Steve pour que on sache pas tout de suite, quand on l'avait pas eu en face à face, que c'était un homme. Et elle a été faite Dame. Dame, c'est l'équivalent de sœur par la reine d'Angleterre pour service rendu à l'industrie du logiciel. Alors, son histoire, en quelques mots, ça a mal commencé parce que elle était en Angleterre, elle était juive, donc à 5 ans, elle est séparée de ses parents, on l'envoie en Angleterre avec un convoi d'enfants, elle est adoptée par une famille qui était une famille modeste, qui pouvait pas lui payer des grandes études, donc à 18 ans, elle commence à travailler au service de recherche de la Poste. Elle découvre l'informatique et en cours du soir, elle fait une maîtrise de mathématiques. Alors là, surprise, les hommes qui acquéraient un diplôme alors qu'ils étaient déjà en emploi, en fait, ils obtenaient une promotion. Ils changeaient de niveau. Elle, non. Ah bon? Pourquoi? Parce que pour changer de catégorie, il fallait constituer un comité. Dans ce comité, il y avait que des hommes. Bon, ça c'est pas un problème. Le problème, c'était que la majorité de ceux qui avaient été sollicités pour composer le comité ont dit non, je ne veux pas participer à un comité qui met les femmes à ce niveau-là. Ah, très bien. Elle a démissionné. Elle a changé d'entreprise
Elle a quadruplé son salaire, d'ailleurs à ce moment-là, elle est rentrée dans le privé, mais elle n'est pas restée très longtemps. Parce qu'au bout de 3 ans, on lui a dit que, attention, c'était fini. Elle ne pourrait pas monter beaucoup plus dans sa vie professionnelle. Elle avait 29 ans. 29 ans, un grand talent, une grande énergie. Elle dit, OK, je m'en vais. Elle aussi, elle voulait avoir des enfants. Elle savait que ça serait difficilement conciliable pour son employeur, du point de vue de son employeur. Donc, elle a fondé, toute seule, au départ, son entreprise de développement logiciel, sans dire qu'elle était toute seule. D'ailleurs, elle avait enregistré du son qui reproduisait à ce moment-là, il y avait beaucoup de machines à écrire, donc qui reproduisait le bruit, le cliquetis des machines à écrire, et chaque fois qu'elle contactait quelqu'un au téléphone, elle donc elle mettait le son en route pour montrer comme s'il y avait une armée de secrétaires qui étaient derrière elle. Donc elle a commencé toute seule à 29 ans. 3 ans plus tard, 25 ans plus tard, il y a plus de 1000 personnes dans 3 pays différents. Elle a distribué des parts à ses employés qui sont devenus millionnaires au moment du rachat de l'entreprise par une grande entreprise de services numériques, française d'ailleurs, l'Asteria. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces femmes qui avaient cette passion, cette énergie et ces contributions, qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, on se dise aujourd'hui, mais les femmes, on aimerait bien en avoir, il y en a très très peu. Eh bien, déjà, dans certains endroits, on les a poussées dehors. Alors, on reprend l'exemple de la Grande-Bretagne. La majorité dans la fonction publique, et la fonction publique avait énormément d'informatique, c'était très, très grand, la majorité des postes de codage étaient détenus par des femmes. Mais on a commencé à critiquer qu'est-ce que c'est que ces femmes qui sont si bien payées, parce que comme on avait besoin de ressources, évidemment les salaires avaient monté, il n'y en avait pas tellement. Et donc, on a commencé à bloquer leur avancement, à attirer des hommes et à leur dire, tiens, voilà, vous allez les former. Et après, c'était un homme qui devenait leur chef, alors qu'ils avaient énormément de compétences. On disait, oui, vous avez des compétences, mais vous ne pouvez pas encadrer, et vous ne pouvez pas encadrer des hommes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont pas idiotes, hein. Si elles disent, je suis bloquée, j'ai pas d'avancement, elles ont commencé à quitter l'informatique. Donc ça, c'est un des éléments qui montrent qu'elles ont été poussées dehors. Si on regarde les chiffres des études, et quelqu'un me parle à la pause de l'INSA de Rennes, l'INSA de Rennes, à un moment, restait très célèbre parce que dans la filière informatique, il y avait 55% de filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu partout, là c'est la courbe aux États-Unis, en France c'est un peu plus tard que ça s'est inversé. Donc vous voyez, il y a les études de médecine, il y a les études de droit, les études physiques, et puis en rouge, computer science, donc l'informatique. Tout d'un coup, ça décroche. Tout d'un coup, et les femmes se disent non, finalement, c'est pas un métier pour nous, et la courbe n'a fait que s'inverser. Donc on se retrouve en 2015 au niveau où on était en 75. Alors, à ce moment-là, justement dans les années 60, fin des années 60-70, jusque-là, l'informatique, c'était dans des bureaux, c'était loin, c'était dans les entreprises. Et ça a commencé à rentrer dans la société. Et là, par exemple, la première couverture des magazines très répandue, américaine, qui est parue, c'était cette image. Alors, on s'arrête juste une seconde sur cette image. Donc ça représente évidemment un méga cerveau, c'est l'ordinateur. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui brandit une feuille, en fait c'est probablement l'organigramme qui organise la séquence des instructions du programme. On voit d'autres hommes qui exploitent les résultats qui sortent de l'ordinateur, et on voit une seule femme qui n'a aucun rôle intellectuel, et en plus qui est dessinée de façon à montrer que son rôle se situe sur un autre plan. Donc on a totalement occulté le fait qu'un corps à ce moment-là, Grace Hopper ces années-là, venait de recevoir le prix de l'homme de l'année
en matière informatique de la grande association des informaticiens américains. Mais ça, on n'y pense pas, on oublie, on occulte, on gomme. Les femmes sont là pour distraire les hommes et nourrir l'ordinateur. Alors, il y a eu un autre phénomène qui était l'ordinateur. L'ordinateur est rentré dans les familles. Au début, il y avait un seul ordinateur par famille et la cible, c'était les cadres, c'est-à-dire à cette époque essentiellement les hommes, et donc qui n'étaient pas particulièrement délurés en informatique. Donc en fait, une grande partie de la communication, c'est de leur dire non, mais n'ayez pas peur du courrier électronique, attention, vous pourrez vous aussi programmer en basique, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur extrêmement pointu, et puis les attirer par des jeux vidéo. Et comme vous voyez en bas la petite photo, en fait il y a le père qui initie son fils aux jeux vidéo. Donc l'essentiel de la communication a été une communication qui a masculinisé l'usage de l'informatique. Donc on a oublié que les femmes savaient très bien calculer, que les femmes s'étaient impliquées dans la recherche, dans les activités du logiciel, et qu'il y avait beaucoup qui avaient été passionnés par ces métiers de l'informatique. Alors aujourd'hui, pour finir, aujourd'hui, on rame et on dit faudra peut-être les faire revenir. Donc, il y a eu quelques succès, mais on voit des initiatives des grandes universités, par exemple américaines, je vous cite, qui disent il faut montrer que ces métiers-là doivent redevenir des métiers mixtes, des métiers où des hommes comme des femmes peuvent s'y épanouir. Et ce que Stanford, qui est une grande université très bien, elle dit, mais attention, on s'adresse pas seulement aux femmes, c'est aux femmes et aux hommes qu'il faut s'adresser, parce que si on veut construire la mixité, c'est les deux qui sont impliqués. Et Stanford a été très fier l'année dernière de dire que parmi la filière la plus choisie parmi les femmes, c'est la filière d'informatique. Et enfin, je veux aussi citer une initiative qui est en cours aujourd'hui, aussi aux États-Unis, c'est que on a beaucoup parlé des femmes, mais en fait, il y a aussi un problème de diversité et que l'informatique, c'est beaucoup essentiellement aux États-Unis, mais pas seulement, c'est beaucoup des hommes blancs. Donc on se dit, là aussi, c'est pas tout à fait normal. Donc il y a une grande initiative qui mobilise une quinzaine d'universités pour dire il faut s'ouvrir, il faut être divers dans ces métiers de l'informatique. Il faut inclure, donc ça veut dire, c'est pas simplement des mots, mais ça veut dire des actions pour modifier la culture interne. Et puis enfin, juste pour finir, il y a eu l'année dernière une campagne sur Twitter, I look like an engineer, c'est-à-dire je ressemble moi aussi à un ingénieur, qui a été lancée par la fille que vous voyez là, parce que son entreprise avait fait une pub pour vanter l'entreprise, et puis elle était là. Et il y a eu aussitôt sur Twitter des gens qui ont dit que c'est que cette mannequin qui est là, qui fait semblant d'être un ingénieur, et donc elle s'est fâchée et elle a fait une campagne disant « Je suis réellement un ingénieur » et elle a incité d'autres femmes, et la plupart sont en informatique, à dire « Voilà à quoi on ressemble, nous qui sommes des ingénieurs ». Merci.